Bonjour à tous et bienvenue sur Tranquille au boulot. Aujourd'hui, on plonge dans l'art de parler français au travail sans stress. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos astuces cool et sans pression. Dans un cadre professionnel, il est crucial d'apprendre à communiquer de manière concise. Peux-tu imaginer combien de temps on peut perdre avec des explications trop longues? C'est pourquoi dire l'essentiel est vital. Exactement. Et pour être efficace, il faut d'abord bien comprendre le sujet. Quand on maîtrise le sujet, on peut en extraire les points clés. C'est un peu comme faire le résumé d'un livre. Ça demande de la pratique, mais c'est tellement utile. Oui, et il faut aussi penser au public. S'adapter à son interlocuteur est important. Par exemple, on ne parle pas de la même manière à un collègue qu'à un supérieur. Connaître leur niveau de compréhension peut vraiment faire la différence. Parfois, on a l'impression que donner plus d'informations montre qu'on est compétent. Mais en réalité, ça peut noyer le message principal. L'idée, c'est d'aller droit au but sans être brusque, en choisissant les mots avec soin. Une technique que j'aime utiliser, c'est de commencer par l'idée principale. Puis, j'ajoute quelques détails pour éclaircir le tout. De cette façon, mon interlocuteur saisit rapidement le message essentiel sans se perdre dans les détails. C'est une bonne méthode. On peut aussi poser des questions pour s'assurer que le message est bien passé. Par exemple, est-ce que c'est clair ou y a-t-il quelque chose que je peux expliquer davantage? Cela montre qu'on est à l'écoute. Et puis, il y a l'importance du non-verbal. Parfois, un simple geste ou un sourire peut renforcer ce qu'on dit. On sous-estime souvent le pouvoir du langage corporel dans la communication professionnelle. Absolument. J'ai remarqué que prendre une pause pour respirer avant de parler aide à organiser mes pensées. Ça m'évite de me précipiter et de dire des choses inutiles. Ça rend aussi le discours plus clair et plus impactant. En parlant de pause, il ne faut pas oublier que le silence a aussi sa place. Laisser un moment de réflexion peut permettre à notre interlocuteur d'assimiler ce qu'on vient de dire. Parfois, le silence en dit plus long que les mots. Oui, et une dernière chose, pratiquer régulièrement. Plus on s'exerce à dire l'essentiel, plus ça devient naturel. C'est un peu comme un muscle qu'on entraîne. Et toi, as-tu une astuce pour améliorer cette compétence? J'essaie de m'enregistrer et de me réécouter. Ça m'aide à identifier les points à améliorer et à ajuster mon discours. C'est un exercice simple mais très efficace pour prendre conscience de ses habitudes de communication. Savoir demander de l'aide est une compétence essentielle. Souvent, on hésite par peur de déranger ou de paraître incompétent. Pourtant, demander de l'aide peut faire avancer un projet plus vite et mieux. Oui, et puis il y a aussi cette idée que tout le monde doit être autonome. Mais en réalité, la collaboration permet de rassembler des idées variées et de trouver des solutions plus créatives. Absolument. Et pour que la demande d'aide soit efficace, il faut être précis. Dire clairement ce dont on a besoin aide l'autre à comprendre comment il peut contribuer. Ça évite les malentendus.
Je pense que montrer qu'on a déjà réfléchi au problème est important. Par exemple, dire j'ai essayé telle méthode, mais je suis bloqué ici. Ça montre qu'on n'abandonne pas au premier obstacle. Et puis, il ne faut pas oublier de dire pourquoi l'aide est nécessaire. Expliquer les conséquences, si le problème n'est pas résolu, peut motiver la personne à s'impliquer davantage. Oui, et exprimer sa gratitude, c'est essentiel. Un simple merci peut faire toute la différence. Ça montre qu'on reconnaît l'effort de l'autre et qu'on l'apprécie vraiment. Parfois, j'utilise aussi l'humour pour alléger la situation. Dire quelque chose comme je suis dans le brouillard, un peu de lumière serait le bienvenu peut détendre l'atmosphère. C'est vrai. Et puis, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être complètement submergé pour demander de l'aide. Mieux vaut le faire dès les premiers signes de difficulté. C'est une question d'anticipation. Effectivement. Et il ne faut pas oublier qu'on a tous besoin d'aide à un moment ou un autre. C'est normal et ça fait partie de la vie professionnelle. Ça ne remet pas en cause nos compétences. Un autre point important, c'est de savoir à qui s'adresser. Identifier la personne la plus à même de répondre à notre besoin peut vraiment optimiser le temps et l'efficacité de la demande. Oui, et parfois on peut même apprendre beaucoup de cette interaction. Voir comment quelqu'un d'autre aborde le problème peut enrichir nos propres compétences et perspectives. Demander de l'aide, c'est aussi un signe de maturité. Ça montre qu'on est capable de reconnaître ses limites et de chercher activement à s'améliorer. C'est tout à fait positif. Je suis d'accord. Et toi, comment fais-tu pour demander de l'aide sans te sentir gêné ou coupable? J'essaie de me rappeler que demander de l'aide est une force, pas une faiblesse. Ça me permet de grandir et d'apprendre. Et puis, je me dis que j'aide aussi les autres quand ils en ont besoin. C'est un échange. Selon vous, pourquoi est-il important de ne pas attendre d'être complètement submergé avant de demander de l'aide? Quand on doit expliquer un problème, c'est crucial de rester simple et clair. Ça évite de perdre son interlocuteur. Commence par décrire la situation en quelques phrases courtes et précises. Oui, et je pense que structurer ses idées aide beaucoup. Par exemple, commencer par le contexte, puis décrire le problème lui-même, et enfin expliquer pourquoi c'est important de le résoudre. On peut aussi utiliser des exemples concrets. Ça aide à rendre le problème plus tangible. Par exemple, dire à chaque fois que j'utilise cette fonction, l'application plante plutôt que de rester vague. Exactement. Et n'hésite pas à utiliser des métaphores ou analogies simples. Ça peut aider à rendre un problème technique ou abstrait plus compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas expert. C'est vrai. J'ai aussi remarqué que poser des questions peut clarifier les choses. Demander est-ce que ça fait sens pour toi ou as-tu déjà rencontré ça permet de vérifier la compréhension. Et il ne faut pas oublier d'écouter les réactions de l'autre. Parfois, une simple expression du visage peut indiquer qu'on n'a pas été clair. Ça permet d'ajuster son discours en conséquence. Oui, et je pense qu'il est important de rester ouvert aux suggestions. Parfois, en expliquant le problème, on peut obtenir des idées auxquelles on n'avait pas pensé.
C'est aussi une forme de collaboration. Absolument. Et quand le problème est complexe, ça peut être utile de le décomposer en plusieurs petits problèmes. Ça rend la résolution plus accessible et moins intimidante. Je suis d'accord. Et lorsqu'on explique un problème, c'est bien d'être honnête sur ce qu'on ne sait pas. Dire « je ne suis pas sûr de cette partie » montre qu'on est ouvert à apprendre et à recevoir de l'aide. C'est un bon point. Et puis, il ne faut pas hésiter à refaire un résumé à la fin. Ça permet de vérifier qu'on a bien couvert tous les aspects et que l'autre a tout compris. Enfin, je pense qu'il est crucial de rester positif. Même si le problème est frustrant, montrer qu'on est motivé à le résoudre peut encourager l'autre à s'impliquer davantage. Oui, garder une attitude constructive est essentiel. Ça motive tout le monde à trouver une solution et ça rend le processus de résolution plus agréable. Quand vous expliquez un problème, utilisez-vous des exemples concrets pour aider votre interlocuteur à mieux comprendre la situation? Communiquer avec confiance, c'est essentiel pour se faire comprendre et pour établir des relations positives au travail. Ça commence par croire en ce qu'on dit et être sûr de ses idées. Oui, et pour ça, il faut bien préparer ses interventions. Connaître son sujet sur le bout des doigts aide à parler avec assurance. Plus on est préparé, plus on est confiant. Et je pense que le langage corporel joue aussi un grand rôle. Se tenir droit, regarder son interlocuteur dans les yeux et éviter de croiser les bras peut renforcer notre message. Exactement. Parler avec une voix claire et posée, sans trop hésiter, montre qu'on est sûr de soi. Ça donne aussi envie aux autres de nous écouter et de prendre nos idées au sérieux. Il est aussi important de ne pas avoir peur des silences. Prendre quelques secondes pour réfléchir avant de répondre montre qu'on prend le temps de considérer la question. Oui, et ça donne aussi une image de calme et de maîtrise. Les silences ne sont pas forcément négatifs, ils peuvent même donner plus de poids à ce qu'on va dire ensuite. Une autre technique, c'est de reformuler ce que l'autre dit. Ça prouve qu'on a bien compris et ça nous donne le temps de réfléchir à notre réponse. Et n'oublions pas l'importance du feedback. Demander des retours sur notre manière de communiquer peut nous aider à identifier les points à améliorer et à gagner en confiance. Absolument. Et il est crucial de se rappeler qu'on a le droit de faire des erreurs. C'est en se trompant qu'on apprend et qu'on s'améliore. Aussi, être authentique dans sa communication renforce la confiance. Ne pas essayer de jouer un rôle, mais rester soi-même aide à créer des relations sincères et solides. C'est vrai. Et puis, savoir dire « je ne sais pas » quand on n'a pas la réponse montre qu'on est honnête. Ça peut même renforcer la confiance des autres en nous. Finalement, pratiquer régulièrement la communication dans différentes situations peut augmenter notre confiance. Plus on communique, plus on gagne en aisance et en assurance. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos commentaires en utilisant les mots-clés du podcast comme confiance ou authenticité. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à liker, vous abonner
et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochains épisodes. À très bientôt. L'interlocuteur. Il faut écouter attentivement son interlocuteur. Comprendre l'interlocuteur facilite la communication. Tangible. Un résultat tangible motive à continuer. Il cherche une preuve tangible de ses progrès. La métaphore. La métaphore aide à expliquer une idée complexe. Il utilise une métaphore pour se faire comprendre. Décomposer. Il faut décomposer la tâche en étapes simples. Décomposer un problème aide à mieux l'analyser. L'authenticité. L'authenticité crée une relation de confiance. Son authenticité est appréciée par les autres.